Mon père a exigé que je donne les clés de ma maison à ma demi-sœur enceinte, alors je me suis assuré qu'il n'est rien du tout. Salut, Reddit. Mon père a essayé de me forcer à quitter la maison que j'ai achetée avec mon propre argent pour ma demi-sœur, un véritable désastre ambulant, et ce qui a suivi a été le genre de catastrophe familiale qui vous fait vous demander si l'ADN a la moindre signification. Accrochez-vous, parce que ça va devenir sordide. Je m'appelle Tyler, j'ai 31 ans, je suis célibataire et j'en suis enfin à un point de ma vie où les choses vont bien. J'ai passé la dernière décennie à galérer dans des postes de débutants, à vivre dans des appartements où les murs étaient si fins qu'on pouvait entendre le téléphone du voisin vibrer, et à mettre de côté chaque centime comme si ma vie en dépendait. L'année dernière, j'ai acheté ma première maison. Rien d'extravagant, juste une modeste maison de 3 chambres avec un petit jardin et un garage qui ne fuit pas quand il pleut. Mais bon sang, j'avais l'impression d'avoir gagné le championnat. La maison avait besoin de travaux quand je l'ai achetée. Des armoires de cuisine datées qui avaient probablement été installées à l'époque où les cassettes audio étaient encore à la mode, une moquette qui semblait avoir survécu à la guerre froide et peut-être à quelques apocalypses, et une salle de bain qui hurlait son appartenance aux années 80 avec ses sanitaires roses et son motif de carrelage étrange. Le rapport d'inspection listait 6 pages de problèmes. Un tableau électrique obsolète, un chauffe-eau datant de l'administration Bush, la première, un toit auquel il restait peut-être 5 bonnes années si on avait de la chance, et une plomberie qui faisait des bruits inquiétants quand on tirait la chasse. Mais rien de tout cela ne m'a fait peur. La structure de base était bonne, les fondations étaient solides, et le prix était juste, précisément à cause de tous ces problèmes cosmétiques. J'ai vu du potentiel là où d'autres acheteurs voyaient des problèmes. De plus, ayant regardé d'innombrables émissions de rénovation pendant mes pauses déjeuner, je me suis dit que je pourrais m'occuper de la plupart des mises à jour moi-même. J'ai passé les 3 premiers mois à attaquer les projets chaque week-end et la plupart des soirs après le travail. Les tutoriels YouTube sont devenus ma bible. J'ai regardé un type nommé Dave réparer littéralement tout, des robinets qui fuient aux prises électriques. J'ai appris à poser une crédence en carrelage mais trop sans que ça ait l'air d'avoir été fait par un ivrogne. J'ai compris comment rénover des parquets en bois massif en utilisant une ponceuse de location et environ 15 heures de travail harassant. J'ai remplacé chaque luminaire par des modèles modernes du magasin de bricolage, échangeant ces horribles monstruosités en laiton des années 90. La cuisine a été le plus grand projet. J'ai dépensé environ 1850 € pour de nouvelles armoires chez un fournisseur en gros, 750 de plus pour les plans de travail, et d'innombrables heures à regarder des vidéos d'installation avant de me sentir enfin assez confiant pour m'y attaquer. Mon pote du travail, Jake, est venu un week-end pour m'aider à soulever les plans de travail. Ces trucs pesaient près de 500 kg chacun, et on a failli en faire tomber un, ce qui aurait été un désastre coûteux. La rénovation de la salle de bain a pris un autre mois de week-end. J'ai arraché les toilettes et le lavabo rose, installé des sanitaires blancs normaux comme une personne saine d'esprit, et refait le carrelage de la douche avec un carrelage gris neutre qui ne ferait pas se demander aux futurs acheteurs à quelle décennie ils avaient voyagé dans le temps. La vieille baignoire était en fonte et pesait à peu près le même poids qu'une petite voiture, ce qui a nécessité le recrutement de Jake et de 2 autres gars pour la traîner jusqu'au trottoir. Chaque amélioration la rendait plus mienne. Vous savez, chaque prise réparée, chaque mur peint, chaque projet terminé était la preuve que j'avais construit quelque chose de réel. La première chose que j'ai jamais possédée dont personne ne pouvait s'attribuer le mérite ou prétendre y avoir contribué. Personne ne pouvait dire, eh bien, nous avons payé pour ça, ou, tu te souviens quand je t'ai aidé avec ça. C'était à 100% mon travail, mon argent, ma réussite. Malheureusement, avoir quelque chose de bien dans sa vie attire le mauvais type d'attention lorsque votre famille fonctionne comme une meute de vautours tournant autour d'une carcasse. Parlons de mon père, Frank. Il a maintenant 62 ans, est remarié, et a passé la majeure partie de mon existence soit à m'ignorer complètement, soit à apparaître juste assez longtemps pour critiquer mes choix de vie. Le parent à temps partiel typique qui pense qu'envoyer une carte d'anniversaire de temps en temps compte comme une parentalité de qualité. Le genre de type qui se vante des réussites de ses enfants auprès d'étrangers, mais ne se souvient pas de la dernière fois qu'il m'a réellement demandé comment j'allais. Frank travaille comme directeur régional des ventes pour une entreprise d'équipement industriel. Un bon travail, il gagne probablement 75 000 € par an, et en dépense la majeure partie à maintenir les apparences, une nouvelle voiture tous les 3 ans, une adhésion coûteuse à un club de golf, des dîners chics dans des steakhouse où il peut amadouer les clients. Le genre de type qui valorise l'image plutôt que la substance. Qui pense que le succès se mesure à ce que les gens voient plutôt qu'à ce que vous accomplissez réellement. En grandissant,
j'ai vite appris que l'attention de Franck était transactionnelle. Si je ramenais de bonnes notes, j'avais peut-être droit à un « c'est mon garçon » au dîner. Si je ratais quelque chose ou si j'avais besoin de quelque chose, il était soudainement trop occupé par le travail ou trop fatigué de sa journée. La disponibilité émotionnelle ne faisait pas partie de sa boîte à outils. Il se présentait pour les moments phares et disparaissait pour tout le reste. Je me souviens d'avoir eu 12 ans, coincé à l'école pendant 3 heures après une réunion de parents à laquelle Franck avait oublié d'assister. Je suis resté assis dans le bureau du directeur pendant qu'ils appelaient son portable à plusieurs reprises, chaque appel tombant sur la messagerie vocale. Quand il est finalement arrivé à 18 heures, son excuse était qu'il avait été en plein appel de vente important et ne pouvait pas l'interrompre. Il ne s'est pas excusé, n'a pas reconnu que j'avais attendu, il a juste agi comme si mon existence avait perturbé son emploi du temps professionnel. C'était à peu près le schéma de toute mon enfance. Les pièces de théâtre de l'école où il arrivait en retard et partait en avance parce que le travail appelait, les matchs de baseball où il passait tout son temps sur son téléphone, regardant à peine. La seule fois où j'ai été au tableau d'honneur et que j'ai reçu une récompense lors de la cérémonie de l'école, il l'a complètement manqué à cause d'une sortie de golf obligatoire avec des clients. J'ai découvert plus tard que cette sortie était totalement facultative. Il avait juste choisi le golf plutôt que la réussite de son fils. Mais il était différent avec Kayla. Complètement différent. Il assistait à tous ces événements, se vantait d'elle constamment, la traitait comme si elle ne pouvait rien faire de mal. Le favoritisme était si évident que même les professeurs de l'école le remarquaient lors des réunions parents-professeurs. Ma mère est morte quand j'avais 5 ans. Accident de voiture. Un idiot a grillé un feu rouge et l'a percuté de plein fouet à une intersection à moins de 3 km de chez nous. Elle est morte sur le coup, selon le rapport de police que j'ai lu des années plus tard, quand j'ai eu l'âge de le demander. Le type qui l'a heurté s'en est sorti avec un bras cassé et est probablement rentré dîner chez lui ce soir-là, pendant que je perdais le seul parent qui se souciait vraiment de moi. Le jour où c'est arrivé est gravé dans ma mémoire comme une marque au fer rouge. Je me souviens être assis sur le trottoir de l'école, attendant qu'elle vienne me chercher, regardant tous les autres enfants partir avec leurs parents. Elle n'était jamais en retard. Ma mère était la personne la plus ponctuelle que j'ai jamais connue, toujours en avance pour tout. À 15h45, je savais que quelque chose n'allait pas. À 16h15, la secrétaire de l'école passait des appels inquiets. À 17h30, j'étais assis dans le bureau du directeur, mangeant une barre de céréales rassis pendant que les professeurs chuchotaient dans le couloir. Franck est arrivé à 18h, l'air agacé comme si je l'avais dérangé en ayant besoin d'être récupéré à l'école. À côté de lui se tenait Linda. Oui, c'est ça. Linda était déjà dans le décor le jour où ma mère est morte. Elle portait ce chemisier rouge dont je me souviens très bien. Elle se tenait là, les bras croisés, pendant que Franck me remarquait à peine. J'ai découvert des années plus tard qu'ils se fréquentaient depuis 6 mois avant l'accident. La grande classe, mon père. Ma mère était au courant de la liaison. J'ai trouvé son journal des années plus tard en nettoyant le grenier de Franck. Elle avait écrit sur les appels téléphoniques suspects, les nuits tardives au travail, l'odeur de parfum qui n'était pas la sienne. Elle avait prévu de le quitter, avait déjà contacté un avocat. L'accident est arrivé 3 jours avant son premier rendez-vous de consultation. Parfois, je me demande si les choses auraient été différentes si elle avait eu ces 3 jours supplémentaires. Linda est devenue ma belle-mère environ 2 mois après les funérailles de ma mère. 2 mois. Il n'a même pas attendu que les fleurs sur la tombe se fanent avant de se remarier. La cérémonie était un petit truc au tribunal auquel je n'ai même pas été invité. Ils m'ont déposé chez ma grand-mère pour l'après-midi et sont revenus mariés. Ma grand-mère a pleuré en voyant les photos du mariage. Pas parce qu'elle était heureuse, mais parce qu'elle ne pouvait pas croire que Franck manquerait de respect à la mémoire de sa fille à ce point. Linda a 58 ans maintenant, mais s'habille comme si elle essayait de revivre ses 20 ans. Des rendez-vous pour du botox tous les 3 mois qui lui donnent cet air légèrement figé, de faux ongles qui pourraient servir d'armes et qui cliquettent de manière agaçante sur toutes les surfaces, des extensions de cheveux qui ont probablement coûté plus cher que ma première voiture, et une personnalité à décaper les murs. C'est le genre de personne qui entre dans une pièce et commence immédiatement à se plaindre de quelque chose. La température, l'éclairage, la disposition des meubles, tout ce qu'elle peut trouver pour se mettre au centre de l'attention. Elle était hôtesse de l'air à l'époque, et elle ne laisse jamais personne l'oublier. Chaque conversation revient d'une manière ou d'une autre à ses jours de gloire, quand je servais des boissons à 10 000 mètres d'altitude, quand je volais à l'international,
ou à l'âge d'or de l'aviation, ou pendant ma carrière avec la compagnie aérienne. On a compris, Linda. Tu portais un uniforme et tu distribuais des petits sacs de bretzel en souriant à travers les turbulences. Maintenant, elle gère une garderie à domicile depuis leur maison, ce qui est faux si l'on considère qu'elle a à peine réussi à élever son propre enfant sans la bousiller complètement. En fait, rayez ça. Elle a complètement bousillé Kayla, mais nous y reviendrons. La garderie a commencé il y a environ 5 ans, lorsque l'entreprise de Frank a réduit ses effectifs et qu'il a subi une baisse de salaire. Linda devait contribuer aux revenus du ménage, mais ne voulait pas d'un « vrai travail », comme elle l'appelait, alors elle a obtenu une certification pour gérer une garderie à domicile. La voir avec les enfants des autres est quelque chose. Elle est douce et patiente avec eux. Tout ce qu'elle n'a jamais été avec moi. Je suppose que c'est plus facile d'être gentil quand les enfants rentrent chez eux à la fin de la journée. Elle facture 185 € par semaine par enfant et en a généralement 5 à 7 à la fois. Faites le calcul. Elle gagne pas mal d'argent, plus qu'on ne le penserait. Mais d'une manière ou d'une autre, ils sont toujours fauchés, toujours en difficulté, toujours à devoir emprunter à des proches. Où va l'argent? C'est la question à $1 million à laquelle personne dans la famille ne veut répondre. Ce qui nous amène à Kayla. Elle a 29 ans, techniquement ma demi-sœur, bien que l'appeler ainsi semble généreux vu que nous sommes aussi proches que deux inconnus coincés dans un ascenseur. C'est la fille de Linda d'une relation précédente. Un type nommé Rick qui s'est tiré quand Kayla avait 2 ans et dont on n'a plus jamais entendu parler. Linda ne parle pas de lui, sauf pour marmonner de temps en temps quelque chose sur les « pères irresponsables » quand elle a bu un peu trop de vin au dîner de famille. Frank a traité Kayla comme son enfant chéri depuis le premier jour, comme s'il compensait l'absence de son père biologique en allant complètement à l'extrême opposé. Le soleil se lève et se couche sur tout ce que fait Kayla. Peu importe à quel point ses choix peuvent être discutables, elle pourrait braquer une banque et Frank trouverait un moyen de présenter ça comme de l'esprit d'entreprise. La carrière de Kayla a été unique. Elle travaille comme escorte et gère une page de contenu pour adultes en ligne. Écoutez, je ne suis pas là pour juger les choix de vie de qui que ce soit. Les adultes peuvent faire ce qu'ils veulent de leur corps et de leur temps. Le problème, c'est qu'elle est nulle à ça. Kayla est perpétuellement fauchée, ce qui vous dit tout ce que vous devez savoir sur son sens des affaires dans une industrie où les gens qui réussissent gagnent apparemment bien leur vie. J'ai découvert son secteur d'activité de la manière la plus embarrassante possible. Mon pote Jake du travail, le même qui m'a aidé avec les plans de travail, parcourait un site dans un bar un soir et a failli s'étouffer avec sa boisson. Il m'a montré son téléphone en disant « Tu ne vas jamais croire ça, regarde ». Il y avait le profil de Kayla, avec les tarifs, les services offerts, et bien plus d'informations que je n'aurais jamais voulu en savoir sur la vie professionnelle de ma demi-sœur. « Mec, c'est ta sœur ?» a-t-il demandé, l'air mal à l'aise. « Demi-sœur ?» ai-je corrigé, sentant mon visage devenir rouge. « Et ouais, c'est elle. » La conversation qui a suivi a été atroce. Il s'est avéré qu'elle l'avait contacté des semaines plus tôt via le site, sans se rendre compte que nous nous connaissions. Quand il lui avait répondu en disant qu'il connaissait son frère, elle l'avait immédiatement bloqué. Jake s'est excusé pendant environ 10 minutes d'affilée pendant que j'essayais d'effacer les images mentales de mon cerveau. Le comble, c'est que Frank et Linda sont complètement inconscients, ou du moins ils font semblant de l'être. Frank pense que Kayla travaille dans le marketing des réseaux sociaux. Et Linda dit aux parents de sa garderie que Kayla est une créatrice de contenu en ligne, ce qui est techniquement vrai, mais pas de la manière qu'ils imaginent. Les dîners de famille sont hilarants quand ils l'interrogent sur ses projets professionnels et qu'elle doit trouver des réponses vagues qui ne révèlent pas ce qu'elle fait réellement. Malgré tout cela, Frank l'appelle sa fierté et sa joie, et agit comme si elle dirigeait une entreprise du Fortune 500 au lieu de lutter pour payer son loyer chaque mois. Pendant ce temps, moi, je suis là avec un emploi stable, une maison, et ma vie en ordre, et je suis traité comme la déception de la famille parce que je ne suis pas marié avec 2,5 enfants et un monospace à 31 ans. Grandir dans leur maison, c'était comme vivre en tant que figurant dans le film de quelqu'un d'autre. Kayla était la princesse avec le rôle principal, et j'étais le bagage non désiré qui traversait occasionnellement les scènes. Le 2 poids, 2 mesures était partout, dans tout le temps. Noël était l'exemple le plus flagrant. La pile de cadeaux de Kayla sous le sapin mesurait littéralement 1 mètre de haut. Électronique, vêtements, bijoux, tout ce qu'elle avait demandé.
La mienne se composait peut-être de 3 ou 4 boîtes d'articles pratiques dont j'avais de toute façon besoin, des chaussettes, des fournitures scolaires, une veste plus fonctionnelle qu'à la mode. Une année, j'ai eu une calculatrice graphique pour Noël, tandis que Kayla a eu un ordinateur portable, un nouveau téléphone et pour environ 900 € de vêtements. Tu as besoin de cette calculatrice pour l'école, a expliqué Franck quand j'ai demandé pourquoi l'écart entre les cadeaux était si énorme. Nous sommes pratiques. Pratique, bien sûr. Rien ne dit, nous vous aimons également, comme une calculatrice contre un ordinateur portable. Les anniversaires, c'était la même histoire. Les fêtes de Kayla étaient d'énormes productions avec des thèmes, des décorations et des dizaines de ses amis. Les miens étaient généralement oubliés jusqu'à la dernière minute, puis célébrés avec un gâteau de supermarché et une carte signée par les 2 parents. Quand j'ai eu 10 ans, ils ont littéralement oublié mon anniversaire. Ils s'en sont rendus compte 3 jours plus tard et ont essayé de se rattraper avec une sortie rapide au McDonald's. Le 10e anniversaire de Kayla, 2 ans plus tôt, avait été une fête sur le thème du carnaval avec un château gonflable loué, un maquilleur et un magicien. Le favoritisme s'étendait à la discipline, ou à son absence pour Kayla. Elle pouvait s'en tirer avec littéralement n'importe quoi, tandis que je me faisais punir pour les plus petites infractions. Elle a cassé une vitre en jouant au ballon dans la maison, les accidents, ça arrive. J'ai ramené de la boue sur le tapis, puni pendant une semaine et des leçons sur la responsabilité. Elle a raté 3 matières un semestre, on lui a engagé un tuteur. J'ai eu un B au lieu d'un A, des discussions déçues sur le fait que je n'étais pas à la hauteur de mon potentiel. Quand j'ai eu 8 ans, Linda a clairement fait savoir qu'elle ne voulait plus de moi. Le jour où elle l'a dit est gravé à jamais dans ma mémoire. Nous étions tous assis à dîner. Soirée spaghetti, je me souviens, parce que j'avais été excité toute la journée. Linda a posé sa fourchette, a regardé Franck et a dit, comme si elle parlait de la météo, je n'élèverai plus l'enfant de quelqu'un d'autre. Il doit aller ailleurs. Franck n'a même pas protesté, il a juste hoché la tête comme s'ils en avaient déjà discuté. Je suis resté là, une bouchée de spaghetti dans la bouche, sentant mon estomac se nouer, réalisant que j'étais l'enfant de quelqu'un d'autre, dont elle parlait. J'avais 8 ans, et ma belle-mère annonçait qu'elle en avait fini de prétendre me tolérer. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» ai-je demandé, d'une petite voix. Linda m'a regardé avec une froideur totale. « Tu es assez grand pour comprendre. Ton père et moi devons nous concentrer sur notre famille. Tu n'es pas ma responsabilité. » Le fait que j'étais l'enfant biologique de Franck et donc tout à fait partie de leur famille n'entrait apparemment pas dans sa logique. Dans le monde de Linda, la famille signifiait elle et Kayla, et Franck n'était que le portefeuille qui rendait leur style de vie possible. J'étais le rappel non désiré de sa vie antérieure, l'enfant gênant dont elle avait hérité en épousant mon père. Gâté, m'a-t-elle appelé plus tard cette semaine-là. L'accusation était si absurde qu'elle aurait été drôle si elle ne venait pas de la femme qui refusait de m'élever. Je n'avais même pas mon propre vélo parce que Franck avait oublié de m'en acheter un pendant 3 Noëls d'affilée. Kayla avait 2 vélos, une trottinette, des rollers et une chambre qui ressemblait à un magasin de jouets qui aurait explosé. Mais bien sûr, c'était moi le gâté. C'est alors qu'ils ont découvert la solution magique à leur problème d'enfant non désiré, le pensionnat. Franck a présenté cela comme une façon de me fournir une meilleure éducation et plus d'opportunités. Mais nous savions tout ce que c'était vraiment. Une manière pratique de me larguer quelque part loin pour ne pas avoir à s'occuper de moi. Linda pouvait avoir sa petite famille parfaite sans le rappel constant du premier mariage de Franck. Et Franck pouvait prétendre être un parent responsable en payant les frais de scolarité. Le pensionnat n'était pas horrible. En fait, la structure était bonne pour moi. Et au moins là-bas, on ne me rappelait pas constamment que j'étais l'indésirable. Les professeurs se souvenaient de mon nom et assistaient aux réunions parents-professeurs plus souvent que Franck ne l'a jamais fait. Je rentrais à la maison pour les vacances, mais j'avais toujours l'impression de rendre visite à des étrangers qui toléraient ma présence par obligation. Plus je vieillissais, plus le favoritisme devenait évident. Kayla a eu une voiture neuve pour ses 16 ans. J'ai eu un abonnement de bus et on m'a dit que ça forgerait le caractère. Elle a raté 2 matières en terminale et ils ont engagé un tuteur. J'ai été au tableau d'honneur et j'ai reçu un texto disant « Bon travail ». Quand elle a abandonné l'université après un semestre, ils ont dit qu'elle se cherchait. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec mention, la réponse de Franck a été « Ça doit être grâce à tout cet argent qu'on a dépensé pour ton pensionnat ». Chaque réussite que j'avais était diminuée. Chaque échec de Kayla était excusé.
Le schéma était si constant qu'il a cessé de me faire mal au bout d'un moment. C'est juste devenu le bruit de fond d'une dynamique familiale dysfonctionnelle que j'avais hâte de fuir. Je me suis financé mes études en travaillant de job, j'ai obtenu un diplôme en commerce et j'ai décroché un bon poste dans une entreprise de gestion de la chaîne d'approvisionnement. J'ai gravi les échelons de coordinateur à analyste, puis à manager en 7 ans. J'ai vécu dans des appartements exigus avec une plomberie douteuse. J'ai sauté les vacances, apporté mon déjeuner tous les jours et économisé comme si ma vie en dépendait. Chaque euro allait vers le même objectif, avoir mon propre chez moi où personne ne pourrait me faire sentir que j'occupais un espace que je ne méritais pas. L'année dernière, ce rêve est devenu réalité lorsque j'ai signé pour la maison. 3 chambres, 170 mètres carrés, un quartier agréable et calme où les gens entretiennent leur pelouse. L'inspection a révélé quelques problèmes, un vieux chauffe-eau, un tableau électrique obsolète, un toit avec peut-être 5 ans de vie restant, mais rien que je ne puisse gérer ou budgétiser. J'ai obtenu un prix juste à cause de ces problèmes, ce qui a joué en ma faveur. Quand j'ai parlé à Franck de l'achat de la maison, sa réponse a été du pur Franck, « Oh, ça doit être bien. » Pas de « félicitations », pas de « je suis fier de toi », juste une jalousie à peine dissimulée que j'ai accompli quelque chose sans son aide. Linda n'a même pas répondu à mon texto à ce sujet. Kayla a renvoyé un emoji pouce levé. Une bande de vrais supporters. Pendant quelques mois, j'ai gardé mes distances avec eux. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Ils n'avaient jamais été un soutien. Jamais montré un réel intérêt pour ma vie. Jamais traité comme un vrai membre de la famille. Mais quelque part dans mon stupide cerveau optimiste, j'ai pensé que peut-être, cette fois, ce serait différent. Peut-être que le fait de posséder une maison me vaudrait un peu de respect. Peut-être qu'ils me verraient enfin comme un adulte qui a réussi au lieu de l'enfant gênant qu'ils avaient envoyé au pensionnat. Alors, j'ai fait une bêtise. Je les ai invités à une pendaison de crémaillère. J'ai passé toute la semaine précédente à nettoyer, organiser, préparer. Je suis allé au magasin pour des snacks et des boissons. J'ai veillé à ce que l'endroit soit parfait. J'ai même acheté de belles assiettes en carton parce qu'apparemment, je pensais qu'ils méritaient ce qu'il y avait de mieux. Avec le recul, je ne sais pas à quoi je pensais. Ces gens ne font pas d'événements familiaux normaux. Ils font du drame, et ils le font à un niveau olympique. Ils sont arrivés avec 1 heure de retard, naturellement. Linda a été la première à franchir la porte, ses talons claquant sur mon parquet fraîchement rénové comme si elle faisait son entrée à un gala. Elle s'est arrêtée dans l'entrée, a scruté le salon avec des yeux plissés, et son visage s'est tordu dans cette expression familière de désapprobation. Eh bien, c'est cosy, a-t-elle dit, en étirant le mot comme si elle cherchait une façon polie de dire quelque chose d'insultant, puis a ajouté, c'est bien pour quelqu'un de célibataire, je suppose. Franck est entré derrière elle, les mains dans les poches, regardant autour de lui avec l'enthousiasme de quelqu'un forcé d'assister à une formation professionnelle obligatoire. Tu ne m'as pas dit que tu cherchais une maison, a-t-il dit. Tu aurais dû me demander conseil. Je m'y connais un peu en investissements immobiliers. C'est vrai, le type qui a laissé Linda dilapider leurs économies dans ses entreprises artisanales ratées avait certainement une sagesse financière précieuse à partager. Kayla est entrée en dernier, traînant les pieds, collée à son téléphone, marmonnant, bel endroit, sans même lever les yeux. Je doute qu'elle ait vu autre chose que son écran. La critique a commencé immédiatement. Linda s'est concentrée sur mes choix de meubles. Pourquoi un canapé si sombre? Ça alourdit la pièce. Tu aurais dû choisir quelque chose de plus clair, de plus accueillant. Puis les rideaux. Ils sont très basiques. Il te faut quelque chose avec plus de personnalité. La cuisine. Cette disposition n'est pas efficace. Qui met le micro-ondes là? Franck a commencé à remettre en question mes décisions financières. Combien as-tu mis d'acompte? Quel est ton taux d'intérêt? Tu t'es probablement fait avoir par le courtier hypothécaire. Il ne m'avait posé aucune question sur ma vie depuis 6 mois, mais soudain, il était un expert immobilier. Kayla a finalement levé les yeux de son téléphone assez longtemps pour demander combien de chambres il y avait. Quand j'ai dit 3, elle et Linda ont échangé ce regard. Le genre de regard qui m'a noué l'estomac parce que je savais que quelque chose se préparait. 3 chambres, répéta lentement Linda, comme si elle faisait un calcul complexe. C'est beaucoup d'espace pour une seule personne. C'est parti, ai-je pensé. Franck a sauté sur l'occasion. Tu sais, Kayla a des problèmes de logement en ce moment.
Rien de grave, juste des problèmes temporaires avec sa situation actuelle. Traduction, Kayla s'est encore fait expulser et a besoin d'un endroit où crècher. Elle aurait vraiment besoin d'un endroit où rester, a ajouté Linda, prenant sa fausse voix douce. Juste le temps qu'elle se remette sur pied. 1 mois ou 2, tout au plus. J'avais déjà entendu cette chanson. 1 mois ou 2, dans le langage de Linda, signifiait indéfiniment jusqu'à ce que vous les mettiez physiquement dehors. D'ailleurs, c'était ma maison. La seule chose que j'avais qui était entièrement à moi. Pour laquelle j'avais travaillé et dont personne d'autre ne pouvait s'attribuer le mérite. Désolé, mais ça ne va pas être possible, ai-je dit, en gardant ma voix calme. Je ne suis pas équipé pour avoir des colocataires en ce moment. La température dans la pièce a chuté d'environ 20 degrés. Le faux sourire de Linda a disparu. La mâchoire de Frank s'est crispée. Kayla a réellement levé les yeux de son téléphone avec une surprise sincère, comme si le concept que quelqu'un lui dise « non » lui était complètement étranger. Pas équipé pour des colocataires, a répété Linda, la voix sèche. Tu as 3 chambres et tu vis seul. Comment ça, tu n'es pas équipé? J'utilise les autres pièces, ai-je répondu. Ce qui était vrai. L'une était mon bureau à domicile. L'autre servait de débarras et de salle de sport. Et de toute façon, je ne suis pas à l'aise avec cet arrangement. Le visage de Frank devenait rouge. C'est ta sœur. La famille s'entraide. Demi-sœur, ai-je corrigé. Et la famille respecte aussi les limites. Cela a été reçu aussi bien que je m'y attendais. Linda s'est lancée dans un discours sur mon égoïsme, sur le fait que Kayla traversait une période difficile, sur mon ingratitude après tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Cette dernière partie m'a presque fait rire. Que avait-il fait pour moi exactement, à part m'envoyer au loin et oublier que j'existais? La pendaison de crémaillère s'est détériorée à partir de là. Ils sont restés 20 minutes de plus, faisant des commentaires de plus en plus passifs-agressifs sur mon abondance d'espace et mon manque de valeur familiale. Finalement, ils sont partis en claquant la porte, Linda s'assurant d'annoncer bruyamment à Frank dans l'allée que certaines personnes ne comprennent tout simplement pas ce que signifie être une famille. J'ai fermé la porte derrière eux et je suis resté dans mon salon, dans ma maison me sentant soulagé qu'ils soient partis, mais aussi étrangement coupable. C'est le truc avec les membres de la famille manipulateur. Ils sont si doués pour vous faire sentir mal d'établir des limites raisonnables que vous commencez à vous demander si vous êtes vraiment en tort. Spoiler, je ne l'étais pas. Quelques jours plus tard, j'étais au travail quand mon téléphone a commencé à exploser. Texto après texto de Linda, chacun plus exigeant que le précédent. Ça a commencé par « Nous devons parler de la situation de Kayla » et a rapidement escaladé vers « Tu dois faire ce qu'il faut ici » et enfin « C'est ce que la famille fait les uns pour les autres ». Je les ai ignorés, j'avais un gros projet à rendre et je n'avais pas le temps pour le drame qu'ils préparaient. Ce soir-là, je suis rentré chez moi pour trouver la voiture de Frank dans mon allée. Il était assis sur mon porche comme si l'endroit lui appartenait, et son expression indiquait clairement que ce n'était pas une visite amicale. Nous devons parler, a-t-il dit en se levant à mon approche. À propos de Kayla. Il n'y a rien à dire, ai-je répondu en déverrouillant ma porte. J'ai déjà dit non. Il m'a suivi à l'intérieur sans y être invité. Tu ne comprends pas la situation. Kayla est enceinte. Cela m'a cloué sur place. Je me suis tourné pour le regarder, attendant la chute, mais il était très sérieux. Enceinte, ai-je répété. De 7 mois, a-t-il dit. Le père n'est pas dans le tableau. Elle ne peut pas rester où elle est maintenant. L'endroit n'est pas adapté pour un bébé. Elle a besoin d'un endroit stable, où la famille peut l'aider. Le stratagème était évident. C'était censé être l'atout émotionnel qui me ferait céder. Pauvre Kayla enceinte sans nulle part où aller, et son demi-frère sans cœur qui refuse de l'aider. C'est malheureux, ai-je dit prudemment. Mais ça ne change pas ma réponse. C'est ma maison, et je ne vais pas renoncer à mon espace pour elle. Le visage de Frank est passé de sérieux à en colère en environ 2 secondes. Tu es égoïste. Nous parlons de ton neveu ou de ta nièce ici. Ce bébé a besoin d'un foyer stable. Alors, toi et Linda devriez lui en fournir un, ai-je rétorqué. Vous avez une maison. Laissez-la y rester. Notre maison n'est pas assez grande. Nous n'avons pas de chambre supplémentaire maintenant que Linda gère la garderie depuis la chambre d'amis. Ta maison est parfaite. 3 chambres, un quartier calme,
beaucoup d'espace pour un bébé. L'absurdité de sa logique était stupéfiante. Ils m'avaient mis à la porte de leur maison à 8 ans, prétendant qu'il n'y avait pas assez de place. Mais maintenant, soudainement, ils s'attendaient à ce que j'héberge leur enfant chéri et son bébé non planifié dans la maison pour laquelle j'avais travaillé si dur. Tu sais ce qui est drôle, ai-je dit, gardant ma voix calme malgré la rage qui montait en moi. Quand j'avais 8 ans et que tu m'as envoyé au pensionnat, Linda a dit qu'elle n'élèverait pas l'enfant de quelqu'un d'autre. Elle a dit qu'il n'y avait pas assez de place pour moi dans votre maison. Mais maintenant, tu veux que j'élève l'enfant de Kayla, que je lui donne de la place dans ma maison. Comment est-ce que ça a du sens? La mâchoire de Frank s'est serrée. C'était différent. Tu étais difficile à gérer. La situation de Kayla est temporaire. J'avais 8 ans et je pleurais ma mère. C'est ce que tu appelles est difficile à gérer? Et la situation de Kayla n'est pas temporaire. Elle va avoir un bébé. Les bébés sont plutôt permanents. Tu dois ça à cette famille, a dit Frank, la voix montant. Après tout ce que nous avons fait pour toi, te payer tes études, te donner un foyer quand tu en avais besoin. Me donner un foyer, les jeux interrompus, des années de colère refoulée finissant par éclater. Vous m'avez expédié au pensionnat à 8 ans parce que Linda ne voulait pas élever l'enfant de quelqu'un d'autre. Vous avez fait le strict minimum requis par la loi. Je ne vous dois rien. Le visage de Frank prenait cette nuance particulière de violet qui signifiait qu'il perdait le contrôle de la situation. Il n'était pas habitué à ce que je lui tienne tête. Il n'était pas préparé à ce que je me défende réellement. Toutes ces années où j'étais celui qui s'accommodait, celui qui encaissait tout ce qu'il lui lançait, lui avait fait croire que je finirais toujours par céder. Tu n'es pas raisonnable, a-t-il dit, changeant de tactique pour la condescendance. Il ne s'agit pas du passé. Il s'agit d'aider ta sœur quand elle en a le plus besoin. Quand elle est vulnérable et a besoin du soutien de sa famille. Où était mon soutien familial, ai-je demandé. Où était-il quand je travaillais 2 jobs pour payer mes études? Où était-il quand je vivais dans des appartements avec de la moisissure et un chauffage en panne? Où était-il à ma remise de diplôme que tu as manqué pour une réunion client? Il a ouvert la bouche pour répondre, n'a pas trouvé les mots, l'a refermé. Le silence s'est étiré entre nous, lourde année de ressentiment inexprimé. Tu dois partir, ai-je dit finalement. Ma réponse est non. Elle restera non. Et si tu évoques à nouveau ce sujet, je coupe les ponts. La dispute a tourné en rond pendant encore 10 minutes avant que je lui dise finalement de partir. Il l'a fait, mais non sans avoir clairement indiqué que cette conversation n'était pas terminée. Il avait raison sur ce point. Ce n'était certainement pas terminé. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de Linda alors que j'étais en réunion. Je l'ai envoyé sur messagerie vocale. Elle a rappelé encore et encore. Au 4e appel, je suis sorti pour répondre. Quoi, ai-je dit, sans prendre la peine de cacher mon irritation. Kayla est à l'hôpital, a dit Linda, sa voix tremblant d'une émotion fabriquée. Elle a des complications. Le stress de sa situation de logement affecte la grossesse. C'est de ta faute. La tentative de culpabilisation était si évidente qu'elle en était presque insultante. Comment est-ce de ma faute? Je ne suis pas responsable de ses choix de vie ou de sa situation de logement. Tu pourrais aider, mais tu choisis de ne pas le faire. Tu préférerais voir ta sœur et son bébé souffrir plutôt que de céder un peu d'espace dans cette grande maison dont tu es si fière. Linda, arrête. Cette manipulation ne marchera pas. Les problèmes de logement de Kayla ne sont pas de ma faute, et ce n'est pas ma responsabilité de les résoudre. C'est une adulte qui a pris des décisions d'adulte. Maintenant, elle doit faire face aux conséquences d'adulte. Tu es sans cœur, a-t-elle craché. Absolument sans cœur. Je ne sais pas ce que ta mère penserait en voyant ce que tu es devenu. Là, elle a dépassé les bornes. N'ose même pas mentionner ma mère. Tu n'as aucun droit de parler d'elle après tout ce que tu as fait. Et tu sais quoi? J'en ai fini avec cette conversation. Ne m'appelle plus. J'ai raccroché. Elle a rappelé immédiatement. J'ai bloqué son numéro. Puis elle a commencé à appeler depuis différents numéros. Le téléphone de Frank, le téléphone de Kayla, des numéros que je ne reconnaissais pas et qui se sont avérés être ceux de voisins ou d'amis. Chaque appel était une variation du même thème, j'étais égoïste, sans cœur, j'abandonnais ma famille dans le besoin. 20 minutes plus tard, Frank a appelé. Je n'ai pas répondu.
Puis Kayla a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Probablement le téléphone d'un ami. Je n'ai pas répondu non plus. Le harcèlement a continué pendant 3 jours de plus. Des textos à toute heure, 6 heures du matin, 23 heures, en plein milieu de ma journée de travail. Des messages vocaux allant de la culpabilisation, pense au bébé qui va souffrir à cause de ton égoïsme, à l'hostilité pure et simple, tu vas le regretter quand le karma te rattrapera. Linda a même essayé de se présenter à mon lieu de travail, mais la sécurité ne l'a pas laissé passer le hall d'entrée. Elle a passé 20 minutes dans le hall à faire une scène avant qu'il ne menace d'appeler la police. Mes collègues ont commencé à poser des questions. Tout va bien? Cette dame à l'accueil a dit qu'elle était ta belle-mère et qu'elle avait besoin de te parler de toute urgence. Devoir expliquer que ma famille me harcelait pour que j'héberge ma demi-sœur enceinte était humiliant. Finalement, j'ai envoyé un SMS de groupe à tous, ma réponse est non. Elle restera non. Arrêtez de me contacter à ce sujet où je demanderai une ordonnance restrictive. Le silence a duré environ 12 heures avant que les choses n'escaladent à un tout autre niveau de folie. Je suis rentré du travail un jeudi pour trouver mon jardin saccagé. Pas juste en désordre, délibérément vandalisé. Quelqu'un avait vidé des sacs poubelles sur la pelouse, tagué « égoïste » en énormes lettres rouges sur mon allée, et brisé 3 de mes fenêtres de devant. J'ai appelé les flics immédiatement. 2 officiers sont arrivés, ont pris des dépositions, et ont regardé les images de ma caméra de sécurité fraîchement installée. C'était clair comme le jour, Linda et Kayla à 2 heures du matin, en mode destruction totale sur ma propriété. Linda était celle avec la bombe de peinture. Kayla, enceinte de 7 mois, je vous le rappelle, jetait des pierres à travers mes fenêtres. Voulez-vous porter plainte, a demandé l'officier en regardant les images sur mon ordinateur portable. Absolument. L'officier a hoché la tête. Sur la base de ces images, nous pouvons les inculper de dégâts criminels, de vandalisme et de violation de propriété. Les dommages matériels semblent importants. Il y a plus, ai-je dit en montrant les textos et les messages vocaux. Il me harcèle depuis des semaines, essayant de me forcer à laisser ma demi-sœur emménager. Quand j'ai refusé, voilà ce qui s'est passé. Le deuxième officier a fait défiler les messages, son expression devenant de plus en plus désapprobatrice à chaque message. C'est du harcèlement assez clair. Avec les dommages matériels en plus, vous avez un dossier solide. Ils ont déposé le rapport et Linda et Kayla ont été arrêtés le lendemain matin. Franck m'a appelé en hurlant, disant que j'avais détruit la famille et exigeant que je retire les charges. Je lui ai raccroché au nez. Le nettoyage m'a coûté 3 000 €. Nouvelle fenêtre, service de nettoyage professionnel de l'allée, réparation du paysage. J'ai tout documenté avec des photos et des reçus pour la déclaration d'assurance et pour le procès civil que mon avocat m'a conseillé d'intenter. Franck s'est présenté chez moi une semaine plus tard, l'air abattu. Apparemment, payer la caution de Linda et Kayla avait anéanti une partie de leurs économies. Tu dois retirer les charges, a-t-il dit sans préambule. C'est allé trop loin. Je n'ai vandalisé la propriété de personne, ai-je répondu depuis le seuil de ma porte, sans l'inviter à entrer. Elles l'ont fait. Elles font face aux conséquences de leurs actes. Kayla est enceinte. Tu vas vraiment la laisser aller en prison. Elle aurait dû y penser avant de jeter des pierres à travers mes fenêtres. Il a essayé tous les angles. La loyauté familiale, penser au bébé, prendre en compte la santé mentale de Linda, sa propre situation financière. Rien de tout cela n'avait d'importance. Elles avaient franchi une ligne et je ne reculerai pas, tu fais une erreur, a-t-il dit finalement. La famille est censée rester soudée. C'est drôle comme ça ne s'applique que quand vous avez besoin de quelque chose de moi, ai-je répondu. Où était cette loyauté familiale quand j'avais 8 ans et que Linda m'appelait l'enfant gâté de quelqu'un d'autre? Où était-elle à chaque fête quand Kayla avait tout et que j'étais oublié? Où était-elle quand j'ai acheté cette maison et que tu n'as même pas pu dire félicitations? Il n'avait pas de réponse à ça. Il est juste resté là, l'air vaincu, avant de finalement partir. L'affaire judiciaire a suivi son cours. Linda et Kayla ont toutes deux plaidé coupables à des accusations moindres en échange d'une probation, de travaux d'intérêt général et d'une restitution pour les dommages. Le juge n'a pas été sensible à la carte de la grossesse que Kayla a essayé de jouer, soulignant que le fait d'être enceinte ne donne pas la permission de commettre des crimes. Je pensais que ce serait la fin. Je pensais qu'il me laisserait enfin tranquille après avoir fait face à de réelles conséquences juridiques. J'avais tort. 3 semaines après la fin du procès,
j'étais chez moi tard un soir quand j'ai entendu des cris dehors. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu un type faire les 100 pas sur ma pelouse, hurlant contre ma maison comme un fou. J'ai ouvert la porte prudemment, la gardant principalement fermée. « Je peux vous aider ? » ?»« C'est vous, le type, n'est-ce pas ?» a-t-il aboyé en me pointant du doigt. « Celui qui emmerde Kayla. » Mon estomac s'est noué. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ne jouez pas à l'idiot. Elle m'a tout raconté. Comment vous sabotez sa vie, la rendez misérable, la forcez à se retrouver à la rue alors qu'elle est enceinte. Vous pensez que c'est normal ? C'était de la folie. Kayla avait apparemment raconté une histoire abracadabrante à l'un de ses clients et l'avait envoyé chez moi pour m'intimider. Je pense que vous devriez partir, ai-je dit fermement. Ce que Kayla vous a raconté n'est pas vrai, et vous êtes sur ma propriété sans autorisation. Je ne bougerai pas d'ici tant que vous n'aurez pas arrangé ça, a-t-il crié en faisant un pas vers le porche. J'ai claqué la porte et les verrouillé, appelant immédiatement les flics. Mon cœur battait la chamade tandis que l'étranger martelait ma porte, menaçant de me faire payer pour ce que j'avais fait à Kayla. La police est arrivée en quelques minutes. Le type a essayé d'expliquer sa version aux officiers, comment il essayait juste d'aider une femme enceinte victime de son méchant demi-frère. Les flics n'ont pas été impressionnés, surtout quand ils ont vérifié son nom et ont trouvé des mandats d'arrêt en suspens. Il a été arrêté sur le champ dans mon jardin. Cette nuit-là, debout dans ma maison, écoutant les sirènes s'éloigner, j'ai pris une décision. Cet endroit, la maison de mes rêves, la chose pour laquelle j'avais travaillé si dur, ne me semblait plus être un foyer. C'était devenu une cible. Chaque fois que je garais ma voiture dans l'allée, je regardais par-dessus mon épaule. Chaque bruit dehors me tendait. C'était censé être mon sanctuaire, et il l'avait transformé en une source de stress constant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement. Ça aide vraiment la chaîne et nous permet de vous apporter plus d'histoires de meilleure qualité. Merci.